Massage relaxant, deux mots qui évoquent des rituels exotiques et mystérieux, vous faisant plonger dans le plus profond bien-être. Mais attention, tous ne sont pas une partie de plaisir. Voici une sélection de techniques aux vertus relaxantes. Le massage au miel. Un soin au miel, une promesse de douceur. Pas tout à fait. Pour commencer, on applique le miel sur la peau. C'est bon pour l'épiderme et agréable. Mais c'est ensuite que les choses se corsent. Une fois que le miel colle bien aux mains, on soulève la peau et les tissus de plusieurs centimètres. Ça fait le même effet que lorsqu'on enlève un sparadrap qu'on a depuis plusieurs jours, quand on tire dessus d'un coup sec. Oui, c'est la même sensation que lorsqu'on arrache un sparadrap. Il permet de purifier la peau, d'éliminer les toxines et en stimulant la circulation, il détend et relâche les muscles. Le massage asiatique au pochon d'herbe. Ces pochons sont des carrés de tissu remplis de plantes médicinales que l'on plonge dans de l'huile chaude avant de les appliquer par tamponnage. Un procédé qui simule la brûlure pour activer le système immunitaire. À première vue, ça paraît chaud et gras. Je ne sens pas qu'ils sont gras, mais chaud, oui. C'est bien chaud. Mais c'est vraiment très relaxant. Un effet renforcé par le parfum des herbes chauffées. Le massage tibétain au bol chantant. Dans cette technique, les mains du masseur n'interviennent pratiquement pas. Ce sont les vibrations du bol qui agissent. Ces vibrations se diffusent dans le corps grâce à la grande quantité d'eau que celui-ci contient. Elles ont pour effet de dénouer les tensions et les blocages et d'équilibrer l'énergie. La relaxation est favorisée par le son inhabituel des bols. Le massage au chocolat. Tous les bienfaits du chocolat sans prendre un gramme. Son arôme suffit à stimuler la production de sérotonine et d'endorphines dans l'organisme et donc à produire des hormones du bonheur. Mélangé avec des huiles de soin et chauffé, le chocolat est appliqué par de légers effleurages et rend la peau douce comme de la soie. Mais il y a une condition indispensable, aimer le chocolat. Sinon, le corps ne produit pas d'hormones du bonheur et la détente n'est pas au rendez-vous. Le massage ayurvédique. Une technique indienne millénaire dans laquelle les huiles jouent un grand rôle. Elle se pratique souvent à 4 mains, ce que l'on appelle le massage synchronisé. Le massage ayurvédique assouplit le corps, soigne et purifie la peau, mais il sert surtout à détendre le corps et l'esprit. La notion de détente étant toutefois assez subjective, le mieux est d'essayer pour voir. Et c'est justement ce que fait Lady Caro, ici, à Munich, dans un centre de formation professionnelle reconnu par l'État. Une école formant donc de vrais pros, comme Madame Baumgart, qui est en train d'enduire Caro d'huile. Bonjour. C'est formidable. Quand je fais une séance de massage, c'est toujours dans un centre de remise en forme. Mais ça n'a rien à voir avec le massage classique. En quoi consiste-t-il? La différence, c'est que le massage classique est une forme de thérapie médicale. Et il se définit par des techniques très précises. On va les essayer? Oui, vous pouvez nous montrer des exemples? Je vais vous montrer les 4 principales. D'accord. La première, c'est l'effleurage. Ok. La deuxième, c'est le pétrissage. Ici, sur le muscle extenseur du dos, par exemple, on prend le muscle entre les mains et on le fait rouler de haut en bas, comme un serpent. Et vous appuyez un peu aussi? J'ai donc des muscles. Comme on stimule la circulation, ça décolle les adhérences, mais ça améliore aussi l'élasticité du muscle. La troisième technique est la friction. D'accord. Et il en manque une? Oui, il en reste encore une. Dans le massage classique, on l'utilise en fait rarement pour les problèmes de dos. On l'emploie plutôt en kinésithérapie respiratoire. C'est le tapotement.
Un grand classique, c'est de voir rentrer sa compagne ou son compagnon du travail qui ne sait plus comment marcher ou s'asseoir et on essaie de le masser pour l'aider. Il y a des risques à s'improviser masseur? Oui, absolument. Il vaut toujours mieux consulter un médecin avant pour s'assurer qu'il n'y a pas de maladie sous-jacente. En cas d'inflammation, par exemple, ou si votre femme a un rhume, mieux vaut éviter. En cas de rhume? Oui, parce qu'en stimulant le métabolisme, on active encore davantage le rhume et les douleurs de dos peuvent s'aggraver. Et par ailleurs, comme vous le voyez peut-être ici, j'appuie assez fort sur les tissus. Oui. Et quand on n'a pas l'expérience, on ne sait pas quelle profondeur on atteint, quel tissu on touche. Et si on appuie trop fort sur les tissus qu'on devrait éviter, on peut aussi aggraver la douleur. Je crois que Caro ne vous en voudra pas si vous continuez encore un peu. Caro? Elle dort. Pendant que Caro se fait masser, nous allons vous parler d'une autre méthode de soins où les mains sont capitales, l'ostéopathie. Souvent, ceux qui vont voir un ostéopathe ont tout essayé avant et ne savent plus trop quoi faire. Quoi? Non, c'est bon. D'accord. Quand Andrea Schultheis s'est allongée sur cette table, c'était sa dernière carte. J'aurais dû abandonner mon métier parce que je ne pouvais plus bouger mon bras normalement. Je suis prothésiste dentaire en libéral. Ce traitement était son dernier espoir. Elle avait tout essayé, consulté 3 médecins, mais rien n'avait marché. Le mal de dos la tenaille toujours. Elle essaie alors l'ostéopathie. Une thérapie qui repose sur le principe que le corps règle ses fonctions les unes par rapport aux autres dans un mouvement permanent et que les problèmes se déclarent quand ce mouvement est entravé. Il s'agit alors de détecter ce blocage avec les mains et de le libérer afin d'activer les mécanismes d'auto-guérison du corps. En Allemagne comme en France, l'ostéopathie n'est pas remboursée comme une méthode thérapeutique à part entière et de nombreux médecins portent sur elle un jugement scientifique critique. Le problème, l'effet thérapeutique de l'ostéopathie se concevant sur la globalité du corps, il se démontre difficilement avec les études de la médecine classique qui associent un tableau clinique à un traitement ciblé. Mais la véritable pomme de discorde, c'est le diagnostic. Si le patient va voir un ostéopathe, les médecins craignent de ne pas être consultés pour le diagnostic. D'où, selon eux, le risque qu'il soit tardif ou erroné. Que faut-il en penser? Est-ce vraiment si risqué d'aller voir un ostéopathe sans passer d'abord chez un médecin? Oui, répond ce médecin qui a étudié les résultats scientifiques de l'ostéopathie. Il faut qu'une instance assure au préalable qu'il n'y a pas de problème au cœur, rien aux poumons. Contrairement à ce qu'on a vu la semaine dernière, par exemple, avec un patient qui avait visiblement un pneumothorax depuis plusieurs semaines et qui n'était traité que par chiropraxie. On doit commencer par exclure ce type d'éventualité. Les ostéopathes pourraient-ils donc passer à côté de certaines maladies ou les aggraver parce qu'on ne peut les déceler que par les techniques d'imagerie moderne? Un danger pour les patients? Non, répond Marina Fuhrmann, ostéopathe, qui a également traité Andrea Schultheis. Je ne prétends pas non plus pouvoir agir sur une tumeur en une seule séance d'ostéopathie. Mais il s'agit avant tout d'évaluer si le patient entre dans le cadre de la pratique ostéopathique ou s'il doit être traité par la médecine traditionnelle. Et il n'y a pas de risque que vous passiez à côté de quelque chose, que le patient se reposant sur vous n'aille pas à l'hôpital pour passer une IRM? Non, je ne crois pas. Parce que nous sommes suffisamment attentifs pour demander très tôt aux patients de consulter aussi un médecin traditionnel si c'est nécessaire. Dans le cas d'Andrea Schultheis, c'est l'inverse. Elle a commencé par consulter un médecin, 3 même, mais sans résultat. Comment expliquer, demandons-nous aux médecins, que les multiples visites chez un orthopédiste et un neurochirurgien, les IRM, les injections de cortisone, les antalgiques et la kinésithérapie n'aient servi à rien? Ce n'est pas une preuve d'incapacité?
En orthopédie traumatologie, il y a des personnes qui ont des spécialisations très différentes. Nous avons un système où il y a de très nombreux acteurs qui ont des qualifications complètement différentes et par conséquent des façons tout aussi différentes de traiter les problèmes. Le parcours du combattant d'Andrea Schultheis a duré plus de 2 ans. Aucun médecin ne lui a conseillé d'aller voir un ostéopathe. Elle l'a fait de sa propre initiative parce que les douleurs n'étaient plus supportables. Madame Fuhrmann se souvient bien de son cas. Après qu'elle ait fait le tour de tous les moyens de la médecine traditionnelle, je l'ai examiné entièrement et j'ai découvert, dans un enchaînement de causes et d'effets, différentes pertes de mobilité au sein de l'ensemble de l'organisme. Elles se sont résorbées en 5 ou 6 séances et le corps a poursuivi le travail par son propre système de régulation. Et ça a enfin marché. Quand je suis sortie de la première séance, qui a duré environ 1h30, je n'en revenais vraiment pas. Je n'arrivais pas à croire que c'était vrai. Et la nuit qui a suivi, j'ai dormi d'une seule traite, ce qui ne m'était pas arrivé depuis au moins 1 an. Oui, je suis vraiment sortie d'ici sur un nuage. C'était il y a plus de 3 ans. Depuis, tout va bien. Un succès éclatant. De plus en plus de patients en témoignent, aussi bien en Allemagne qu'en France. En Allemagne, l'ostéopathie est même maintenant prise en charge par certaines caisses maladies. Mais il est important de consulter un médecin au préalable. Certaines maladies se détectent mieux avec les moyens médicaux traditionnels. Retour à l'école de massage de Munich en compagnie de Madame Baumgart. 22 élèves s'exercent actuellement autour de 11 tables de travail. Une partie capitale de leur formation est le massage des points gâchettes. Et cette fois encore, Caro s'est portée volontaire avec ses 500 points gâchettes, normalement. Madame Baumgart, on aimerait bien savoir ce que sont ces points gâchettes. On peut dire qu'ils sont une sorte de système d'alarme de la musculature. Ils nous signalent que quelque chose ne va pas. Ces problèmes peuvent venir du squelette ou du système musculaire. Mais une maladie des organes internes peut également les activer. Pour prendre un cas simple, si Caro tombe de la voiture et se plaint d'avoir mal dans la région de l'épaule, où faut-il regarder? On examinerait l'ensemble des muscles de la zone des épaules et de la nuque, c'est-à-dire qu'il faut palper les muscles pour trouver ces points gâchettes. Ce sont des points qui... On les sent? Pas forcément. Ils peuvent être aussi bien microscopiques que de la taille d'un petit pois. Par conséquent, le thérapeute seul ne peut pas forcément dire qu'il a localisé un point gâchette. Là, par exemple, vous voulez bien mettre votre bras sur le côté, s'il vous plaît? Très bien. C'est au patient de crier alors. Exactement. J'explique au patient que je cherche dans ses muscles un point extrêmement douloureux et je l'interroge directement. Ça vous fait mal, là, quand j'appuie? Non, ça va. C'est supportable. Le point que je cherche doit déclencher une douleur très aiguë, presque comme une piqûre d'aiguille. Aïe! Oui, je crois qu'il est là. Oui? En voilà un. Et quand le patient pense qu'il s'agit d'un point gâchette, pour qu'il apprenne aussi à le repérer, je m'éloigne un peu de la zone et je lui demande ce qu'il ressent. C'est pire? Et ici? Non. Rien. Diriez-vous que c'est ici que ça fait le plus mal? Non, c'était pire tout à l'heure. Le voilà. Ça s'entend clairement. J'ai l'impression de ne plus avoir de bras. Il est déjà engourdi? Ça commence, oui. D'accord. On voit bien que ces points gâchettes peuvent déclencher non seulement une douleur, mais aussi un engourdissement ou des fourmillements. Et par conséquent, un point gâchette activé, quand il se déclenche, et qu'il produit cette douleur ou cette gêne, peut faire penser à des tableaux cliniques très différents. Comment savez-vous que ça suffit? Qui dit que le point gâchette est calmé? Le patient ou vous le percevez? Non, dans la plupart des cas, je ne perçois rien. Et je dois toujours me fier aux informations du patient. La toute première chose, quand la douleur se diffuse, je lui demande s'il sent le rayonnement diminuer, s'il régresse.
Est-ce que ça va mieux? Pas encore. Pas encore. Ce qui est important, c'est donc de ramener le rayonnement de la douleur au niveau du point et ensuite de supprimer cette douleur aiguë par pression du doigt, du pouce, ou on peut aussi faire un massage des points gâchettes avec un accessoire. Voilà déjà un bon aperçu des possibilités des massages. Au Canada, des chercheurs vont encore plus loin. Ils affirment que les massages peuvent avoir un effet antalgique. Comment? Nous avons mené l'enquête. Erika Reitmayer est une retraitée active. Elle marche souvent et fait aussi du bénévolat, quand son mal de dos le lui permet. La cause, le travail. Mécanicienne industrielle, elle était souvent pliée en deux devant des machines. Son dos a fini par lâcher. J'ai mal au dos depuis 40 ou 45 ans environ. Et parfois c'est tellement infernal que je dois prendre des antalgiques vraiment forts, parce que je ne tiens plus. Mais les médicaments ne sont pas une solution durable, ils ont toujours des effets secondaires. Une étude canadienne récente affirme que les massages peuvent réduire la douleur comme des antalgiques. Est-ce possible? Et cette découverte pourrait-elle soulager Erika Reitmayer? À l'hôpital de la Charité, à Berlin, les médecins cherchent la cause de ces douleurs. Madame Reitmayer présente des douleurs dorsales que l'on appelle non spécifiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont dues ni à des inflammations ni à une hernie discale. C'est une situation qui concerne 85% des patients souffrant de mal de dos. Elles sont causées par des déséquilibres musculaires. Et c'est précisément à la racine du mal qu'agissent les massages. Dans un premier temps, il s'agit d'assouplir les muscles de la septuagénaire. C'est très relaxant. On pourrait presque s'endormir. Mais comment les massages agissent-ils sur la douleur? Peuvent-ils avoir le même effet que les médicaments? Pénétrer au cœur des cellules pour éviter la production des molécules qui déclenchent la douleur, comme l'affirment les chercheurs canadiens? Regardons de plus près. La douleur est un signal d'alerte de l'organisme, avec pour déclencheur des neurotransmetteurs produits dans les cellules. S'il rencontre un certain type de fibre nerveuse, celle-ci envoie des impulsions électriques au cerveau. La réponse est la douleur. Une fois transportée dans les cellules par le sang, certains antalgiques bloquent la production de ces neurotransmetteurs. Les fibres nerveuses ne sont plus activées. C'est aussi l'effet des massages qu'ont démontré les chercheurs canadiens. Pour en savoir plus, nous rencontrons Siegfried Menze, spécialiste de neuroanatomie et des douleurs musculaires. Dans sa ligne de mire, les fibres nerveuses qui, une fois activées par les neurotransmetteurs, produisent la douleur. Nous lui demandons si les massages peuvent bloquer précisément la production des neurotransmetteurs responsables des douleurs de notre patiente. Il existe de très nombreux neurotransmetteurs et on ne peut pas associer un type de neurotransmetteur unique à un type spécifique de lésion ou de douleur musculaire. C'est trop tôt. Des chercheurs y travaillent, mais on ne peut pas encore tirer de conclusions définitives. Pour le moment, rien ne prouve donc que les massages stoppent la fabrication des médiateurs chimiques qui déclenchent les douleurs d'Erika Reitmayer. Mais ils peuvent pourtant bel et bien agir sur eux, tout simplement par la circulation sanguine. En activant la circulation sanguine, on draine en même temps les éventuelles molécules médiatrices de la douleur qui sont présentes en grande concentration. Le massage diminue la concentration des substances qui peuvent déclencher la douleur. La douleur a également une autre cause. Les fibres nerveuses réagissent aux stimuli mécaniques. Il faut tenir compte du fait que les malades du dos ont davantage d'adhérence entre le tissu conjonctif et le muscle proprement dit. Et d'après nos données, ces adhérences contiennent des terminaisons nerveuses qui peuvent occasionner des douleurs. Parce qu'elles sont justement coincées entre le muscle et le tissu conjonctif. Une donnée intéressante pour les soins. Les adhérences étant facilement palpables, on peut les traiter avec des techniques appropriées, par des massages essentiellement. Il existe différents types de massages qui permettent de restaurer la souplesse du tissu et par conséquent d'atténuer la douleur et d'améliorer le fonctionnement de l'organisme.
Beaucoup de choses restent à découvrir sur les relations entre muscles, tissus conjonctifs et nerfs. Mais une chose semble certaine, contrairement aux médicaments, les massages n'agissent pas seulement sur les neurotransmetteurs, mais aussi sur les causes. Et ils font du bien. Erika Reitmeier le confirme. Je me sens très bien maintenant. En général, je fais 10 ou 12 séances de massage et ça tient. Pendant 6 mois, je n'ai plus mal. Les massages réguliers lui offrent peut-être une chance de ne plus jamais prendre de médicaments. Les massages peuvent remplacer complètement les antalgiques, constituer un moyen thérapeutique contre la douleur, ou bien permettre de réduire la prise de médicaments. Les deux sont tout à fait possibles. Mais pour prolonger leurs effets, Erika Reitmeier doit aussi s'attaquer à la cause principale de son mal de dos, les mauvaises positions auxquelles elle s'est habituée au fil des années. Et le seul moyen, c'est de bouger et renforcer ses muscles. Maintenant qu'ils sont assouplis, elle peut de nouveau bouger librement et faire assidûment ses exercices. Car elle sait qu'un dos en bonne santé, ça se travaille.